Nous poursuivons cet après-midi avec cette première session consacrée à la réglementation aéronautique médicale, vue sous l'angle vue pour les cas des pilotes en difficulté d'audition et d'élocution. Mais il s'agit toujours du projet Francois Hall. Je vous passe le détail, puisqu'on en a déjà beaucoup parlé. Nous regardons ce projet aujourd'hui sous l'angle des conditions réglementaires et notamment l'obtention. Notre point de vue est le suivant, notre point de vue qui peut être critiqué, bien sûr. Notre point de vue est le suivant. Aujourd'hui, le médecin aéronautique, lorsqu'il reçoit une personne sourde qui postule pour un certificat de classe 2, eh bien ce médecin, il est confronté aux éléments suivants. Il connaît plusieurs publications scientifiques qui démontrent que la surdité aurait des impacts psychologiques et comportementaux qui pourraient être une contre-indication formelle au pilotage d'avion. Ce médecin ne dispose pas des moyens adaptés pour apprécier l'adéquation entre le profil psychologique et comportemental du candidat et son aptitude au pilotage d'avion, parce que le problème est complexe et que le cadre de la visite n'est pas approprié. Les visites, on a tous passé des visites de classe 2, c'est assez rapide, et on imagine bien qu'un médecin ne peut pas entrer dans le détail de la personnalité de quelqu'un qui est sourd. Donc nous faisons une proposition. La proposition Francois Hall porte sur la définition d'une méthode d'évaluation du candidat qui permettrait d'apporter au médecin aéronautique des éléments de réponse qui l'aideraient à prendre sa décision, aptitude ou inaptitude. Les principes de notre proposition, quels sont-ils? Eh bien, l'aptitude médicale serait délivrée en plusieurs étapes. La première étape serait une expertise médicale, comme pour tout élève pilote, ou pour un pilote déjà en activité, en termes de visite de renouvellement. Donc l'expertise médicale, comme pour tout élève pilote, qui aurait pour objectif de délivrer une aptitude provisoire pour 6 mois, par exemple, avec limitation provisoire, présence obligatoire de l'instructeur. Le libellé est un petit peu sommaire, permettez-nous ce que certains appellent la licence poétique. Ça, c'est le premier point. Le second point de notre proposition serait donc une deuxième étape qui consisterait au déroulé d'exercices d'adaptation au dispositif de suppléance. Nous prenons comme hypothèse, bien sûr, que le dispositif de suppléance aurait l'agrément de la DGAC et serait exploité conformément aux souhaits de la DGAC. Le pilote HSI réaliserait des exercices ciblés sur des compétences cognitives préétablies et sur des critères comportementaux préétablis. Nous verrons dans quelques diapositives une proposition pour ces exercices et pour ces critères. Le quatrième point de ce processus par étapes serait le suivant. Le résultat de ces exercices, validé par un instructeur, serait remis au médecin aéronautique. Et enfin, dernier point, dernier étage de ce processus à étapes, il y aurait donc une nouvelle expertise médicale. Si les exercices ont montré que le candidat est apte, alors le solo est autorisé et l'aptitude médicale délivrée avec une limitation qui pourrait être limitation donc avec vol autorisé, avec un dispositif de suppléance et dans les espaces aériens compatibles. Évidemment, il faut une homogénéité dans les composantes réglementaires.
Et évidemment, pour revenir sur la diapositive, évidemment, si les exercices donnent des résultats négatifs, eh bien, le médecin aéronautique entérine cela en donnant une inaptitude. On connaît tous cette logique implacable. Alors, on évoque des exercices pour l'évaluation. Quels pourraient bien être ces exercices? Les exercices suivants sont à réaliser avec le dispositif de suppléance opérationnelle. L'instructeur peut ainsi évaluer le niveau de performance de l'élève HSI en situation opérationnelle, comme il le fait avec un élève entendant. Les exercices que nous proposons sont au nombre de 4. Le premier exercice est un tour de piste basse hauteur, une prise de terrain par encadrement, les 2 alphas, vous savez, qui nous ont tant traumatisés. Le troisième exercice, c'est la panne au décollage. Et le 4e exercice, c'est le vol lent. Sur la base des compétences cognitives et des critères comportementaux préétablis, l'instructeur note le niveau de performance constaté, entre 1 et 5 par exemple, et en déduit la capacité du pilote HSI à conduire le vol, ou pas. Dans cette diapositive, on évoque des compétences cognitives et des critères comportementaux. Nous allons les voir dans la diapositive suivante. Voici la diapositive qui évoque les compétences cognitives à évaluer. Donc, on a ici un tableau à 8 lignes. Nous allons regarder chacune des lignes et nous allons commenter chacune des lignes. La première ligne, en matière de compétences cognitives, la première ligne évoque une attention soutenue. Qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à rester concentré et donc à trouver les réponses adaptées aux sollicitations pendant de longues périodes. Nous proposons d'évaluer cette compétence sur les 4 exercices que j'ai évoqués tout à l'heure. La deuxième ligne la deuxième ligne, en termes de compétences cognitives, propose la mémoire de travail. C'est la capacité à retenir et manipuler des informations en temps réel. Là aussi, les 4 exercices proposés tout à l'heure permettent d'évaluer cette compétence. La troisième ligne porte sur la vitesse de traitement. C'est le temps de réaction face à des stimuli visuels et vibratoires. Là aussi, les 4 exercices sont pertinents pour évaluer cette compétence. La 4e ligne porte sur la perception spatiale. C'est la capacité à évaluer des distances et des positions dans l'espace. Ici, on propose les exercices 1, 2, 3, et donc pas le 4, c'est-à-dire on dit que le vol lent n'est pas pertinent pour cette compétence. Là aussi, je rajoute, ce sont des propositions, tous ces éléments sont évidemment à peaufiner. La 5e compétence cognitive s'appelle la prise de décision. Il s'agit de démontrer la capacité à analyser une situation et à choisir rapidement une action. Là, on propose de travailler sur les exercices 1 et 3, c'est-à-dire le tour de piste basse hauteur et la panne au décollage. La compétence numéro 6 s'appelle gestion du stress. Il s'agit d'évaluer la capacité à rester efficace sous pression. Les exercices 1, 2, 3 seraient pertinents, pas le 4, c'est-à-dire pas le vol long.
La 7e compétence porte sur le multitâche. C'est la capacité à gérer plusieurs tâches simultanément. Et là aussi, on propose les exercices 1, 2, 3, le tour de piste basse hauteur, la prise de terrain par encadrement et la panneau décollage. Enfin, la 8e compétence cognitive s'appelle la communication. C'est la capacité à transmettre et recevoir des informations efficacement. Là aussi, on propose d'évaluer avec des exercices donc tour de piste basse hauteur, encadrement et panneau décollage. Voici le même tableau pour les critères comportementaux. Le premier critère comportemental proposé est la confiance. Le degré de confiance en soi lors de la mission. Là, les 4 exercices sont réputés pertinents pour évaluer ce critère comportemental. Le second critère comportemental est le regard. Il s'agit d'évaluer la qualité du balayage visuel et de l'observation. Les 4 exercices seraient pertinents. Le troisième critère comportemental est baptisé l'attitude du corps, l'attitude ou les attitudes du corps. Il s'agit de regarder les postures, les gestuels, le langage corporel. Et là, les trois premiers exercices, tour de piste basse hauteur, prise de terrain en encadrement et panneau décollage seraient pertinents. Le 4e critère porte sur le visage. Il s'agit d'observer les expressions faciales révélant le stress, la concentration. On regarde par exemple la sueur, l'absence de clignement des paupières, les rougeurs, les pâleurs, les crispations, etc. Et là, les 4 exercices seraient pertinents pour ces évaluations. Le 5e critère comportemental, c'est l'attention, qui est la capacité à rester attentif aux informations essentielles. Les 4 exercices seraient pertinents. Le 6e critère, conscience de risque. C'est la capacité à identifier et à respecter les zones à risque. Les 4 exercices seraient pertinents. 7e critère, la conscience d'une erreur. C'est la reconnaissance et les réactions face à une erreur. Là aussi, les 4 exercices seraient pertinents. 8e critère comportemental, c'est l'anticipation, qui porte sur la prévision et la planification des actions futures. Là aussi, les 4 exercices sont pertinents. Enfin, 9e critère comportemental, l'adaptation. C'est la réactivité et les ajustements face à l'imprévu. Là, on propose 2 exercices, la prise de terrain par encadrement et la panneau décollage. Donc, ces propositions s'inscrivent dans des perspectives que nous envisageons. Nous avons donné ces éléments à la DGAC. Donc, nous attendons des commentaires. Lorsque nous aurons des commentaires de la DGAC, eh bien, ceux-ci nous permettront de définir la méthodologie d'évaluation et de mettre en œuvre un plan de travail itératif. Comme toujours, la DGAC nous dira « c'est pas mal, mais » nous mettrons en place ce « mais », nous retournerons voir la DGAC qui nous dira « ah, on se rapproche, mais » nous reprendrons les choses, nous retournerons voir la DGAC, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la DGAC nous dise « écoutez, vraiment, là on atteint vraiment quelque chose de parfait, vous êtes vraiment pas les meilleurs, mais pas loin. » On pourrait presque croire que tu te moques. Pardon. Comme je l'ai évoqué déjà dans différentes présentations, on sait très bien
puisqu'on sait que la PARTMED est par définition une réglementation EASA. On se doute bien qu'il faudra aussi travailler avec les collègues de l'EASA, avec ou pas avec, on verra, mais là c'est la DGAC qui nous dira comment procéder et avec qui procéder. Alors, le quatrième point dans ces perspectives, c'est que là aussi, nous pensons que cette démarche établie en commun avec la DGAC pour les pilotes HSI, elle pose les concepts d'une prise en compte des évolutions technologiques et le rapport vertueux pour valoriser les singularités présentées par les personnes en situation de handicap et qui souhaitent piloter un avion léger. Ces concepts sont donc, s'ils sont avérés pertinents, bien entendu, ces concepts sont donc par nature applicables à d'autres formes de situation de handicap. Ce que nous voulons dire par là, c'est que si on enclenche une réflexion sur la réglementation médicale pour les pilotes sourds, il n'y a pas de raison de ne pas réfléchir aux pilotes handicapés des membres inférieurs ou aveugles ou autres. Bien sûr. Dès lors que les concepts sont posés, ils sont par nature transversaux. C'est ce que nous voulons dire. Et puis, parce que je pense à mes collègues qui aiment bien les choses scientifiques, un peu compliquées, voilà, on peut même envisager une belle étude scientifique parmi d'autres. On peut même envisager une belle étude scientifique sur les compétences cognitives et les critères comportementaux du couple à bord. Le couple, par exemple, le couple entre un pilote malvoyant et un instructeur. Alors, la proposition ressemble un petit peu à une boutade. Évidemment, ça n'en est pas une. On sait tous ce que veut dire, on connaît tous les problématiques du travail en équipage. Alors, évidemment, c'est une problématique qui s'applique au transport professionnel, au transport commercial et professionnel. Oui, bien sûr. Mais un pilote aveugle avec un pilote instructeur en place droite, c'est aussi un équipage. C'est aussi un équipage qui est confronté à des problématiques communes, notamment en termes de conscience de la situation. Lorsque l'instructeur dit « Oh là là, il y a 3 ou 4 avions aux alentours, il faut faire attention ». Qu'est-ce qui empêche le pilote aveugle de dire « Mais 3 ou 4 avions aux alentours, je suis habitué, il n'y aura pas de problème ». Et donc on risque d'avoir des conflits d'autorité, même dans un avion léger, même dans un DR400, même avec un pilote qui n'a pas beaucoup d'heures de vol et un instructeur qui a le bon goût de voler avec un pilote aveugle. Ce concept de travail en équipage, selon moi, selon nous, et ce sont les points de vue très, très personnels, bien sûr, il est pertinent aussi dès qu'il y a 2 personnes à bord qui opèrent le même vol, en quelque sorte. Parce que qui dit 2 personnes, dit 2 personnalités, dit 2 rapports au monde, dit 2 rapports à l'autorité, etc., dit 2 rapports à la sécurité, etc., etc. C'est ce que je sous-entends par cette phrase un peu courte que je dédie à nos collègues qui aiment bien les choses compliquées, voilà, et qui souvent trouvent des réponses d'ailleurs, qui ne font pas que chercher. Ce ne sont pas que des chercheurs, ce sont des trouveurs aussi. Voilà, je vous remercie. Des questions? Oui. Merci. Est-ce que vous avez envisagé la classe médicale, l'APEL? Parce que la grosse différence avec la classe 2, c'est que l'AME n'a pas à en référer au pôle médical, avec tous les problèmes que ça peut induire de latence, de retour, etc. Et a priori, le médical, l'APEL, suffit largement, avec des prérogatives un peu restreintes, mais qui correspond à l'heure actuelle à 90% de la FFA, des pilotes FFA. Alors, la référence est l'APL, on l'a en tête, bien sûr, parce que nous souhaitons aussi que les pilotes brevetés et l'APL, sourds, puissent voler seuls à bord.
notre hypothèse de base, c'est pilote sourd, seul à bord, notre objectif. Oui, non, mais la grosse différence, c'est que c'est l'AME qui décide. Et non pas, il ne fait pas appel au pôle médical. Oui. C'est lui qui décide directement. Oui. Et si vous suivez tout ce que vous proposez, c'est positif. Alors, on pense pouvoir apporter des éléments aussi à l'AME, après tout, mais cela dit, on essaye de prendre le cas de figure le plus compliqué, qui est la classe 2, hein, pour les TPN. On essaye de prendre le cas de figure le plus compliqué, de manière à obtenir des autorités médicales un positionnement qui ensuite, par nature, essaimera partout, puisque ce sera un positionnement médical que j'appelle moi de haut niveau, en quelque sorte. Avant que je serai sourd, j'irai faire du vélo. Il n'y a pas de médical. Oui, mais il y a aussi des pilotes sourds qui veulent faire du planeur, qui veulent faire de l'avion certifié. En fait, notre démarche, on ne veut pas nous-mêmes nous autocensurer. Donc, on prend la démarche la plus ambitieuse, peut-être la plus difficile, je ne sais pas. Et puis après, la vraie vie, nous apportera les limitations. Et quand je dis il y a la vraie vie, il y a aussi la DGAC, il y a aussi le réalisme économique, etc. Nous-mêmes, nous n'avons pas pris l'option de nous autocensurer. La vie s'en chargera de manière comme toujours. Une petite question, dans la diapositive 3, vous dites en ligne 5, vous dites si ok, alors solo autorisé, je ne sais pas si vous l'avez en tête. Oui, j'ai bien en tête. Et aptitude médicale délivrée avec limitation qui pourrait être un dispositif de suppléance et dans les espaces aériens compatibles. Est-ce que vous pouvez développer un peu cet espace aérien compatible selon les cas? Alors, c'est un petit peu la synthèse de ce qu'on a évoqué ce matin. Les évaluations se font bien sûr avec un système de suppléance. Parce que pendant l'évaluation, il faudra bien que le pilote sourd communique avec la tour de contrôle pour que l'instructeur observe une situation opérationnelle réelle. Donc, il faudra bien que ce dispositif de suppléance, que l'utilisation de ce dispositif de suppléance soit autorisée. Premier élément. Deuxième élément, il est fort probable, et ce n'est pas une critique, c'est pas une critique, Gilbert, il est fort probable que, moi j'espère qu'un jour la DGAC nous autorisera à utiliser ce dispositif de suppléance avec son double en tour de contrôle, mais qu'on sera autorisé à utiliser cet ensemble, ce couple, dans certains espaces aériens et pas d'autres. On sait bien qu'on ne sera jamais autorisé à Blagnac. Il se peut que l'on soit autorisé à Carcassonne. Ou ailleurs, ou à Moesbly, Et donc, ces aérodromes et ces espaces aériens seront quelque part habilités. Habilités comme aujourd'hui, il y a des espaces. Habilités. Et donc, l'autorité médicale se devra de préciser cela. Il faudra qu'à bord, il y ait un dispositif autorisé et qu'au sol, dans la tour de contrôle, quelle que soit la nature du dispositif, que ce soit une tablette ou autre chose, bien sûr, il faudra que ce dispositif soit autorisé dans la tour de contrôle aussi. Et on sait très bien que tout ça ne sera pas autorisé partout. D'où la limitation. Si le système est autorisé à Carcassonne, eh bien le pilote sourd pourra voler seul dans l'espace aérien de Carcassonne, et par ailleurs. Alors, vous prononcez le mot voyage. Non, nous prenons comme hypothèse que notre dispositif est un dispositif d'espace aérien contrôlé, de type CTR, par exemple, pour un aérodrome de trafic moyen. La partie voyage, on prend comme hypothèse que la partie voyage se réalise dans des espaces aériens, de classe G par exemple, où la radio n'est pas obligatoire. Ou équipé. S'il y a
transit en PLD, ça peut être... Ah, s'il y a besoin de faire un transit dans une CTR, mais il faudra que cette CTR soit validée par la DGAC pour l'utilisation de ce dispositif de suppléance, bien sûr. Il y a la question, c'est est-ce que quand tu parles de seul à bord, est-ce qu'il y a la notion de commandant de bord pour c'est seul à bord en tant que... Alors, c'est seul à bord au sens commandant de bord. Hein. Le pilote sourd, il est seul à bord et il est commandant de bord. Et il est comme vous et moi. Breveté, qualifié, etc. C'est un commentaire ou une réaction en forme de question. En écoutant ta présentation, j'avais l'impression que tu cherchais à transformer ce qui aujourd'hui est une interdiction de principe, avec une possibilité via une dérogation. Un pilote sourd n'a pas d'attitude médicale, sauf s'il y a un dispositif dérogatoire. Tu cherchais à transformer ça en positif, avec des conditions objectives qui permettraient à l'autorité de délivrer une aptitude médicale à un pilote HSI. Mais en fait, c'est pas ça que tu cherches à faire dans l'absolu, puisque tu cherches, comme tu viens de l'expliquer, à le mettre en œuvre uniquement dans un environnement particulier qui est dépendant d'un système qui lui-même est normé, puisque c'est le dispositif de suppléance. Et donc, l'aptitude médicale, elle est corrélée aux caractéristiques du dispositif de suppléance et du coup à la capacité de la personne de le mettre en œuvre. Donc, effectivement, on est plutôt dans l'idée où tu cherches à créer des conditions, enfin je dis tu, on cherche à créer des conditions opérationnelles pour qu'un pilote en situation de handicap auditif ou d'élocution puisse opérer seul à bord, mais dans un environnement particulier, assorti de dispositifs techniques, eux-mêmes certifiés, approuvés, enfin validés, voilà. Donc on est dans quelque chose d'assez restreint. On n'est pas en train de faire une nouvelle aptitude médicale absolue, mais on raisonne sur une nouvelle aptitude médicale dans un environnement contrôlé. Et ça, je pense, enfin pour moi, c'est quelque chose que je n'avais pas bien compris, et je trouve que c'est important parce que, en tout cas en termes de premier pas, c'est sans doute plus facile de créer dans un environnement spécifique des conditions particulières opérationnelles qui du coup vont nécessiter des adaptations, dérogations, je ne sais pas quoi, mais c'est plus facile de le prévoir dans un environnement très maîtrisé que de chercher plus largement à le promouvoir, ce qui du coup serait peut-être un peu décoiffant et un peu compliqué à gérer sur le plan réglementaire. Voilà. Je partageais cette prise de conscience qu'on faisait dans les discussions qu'on avait à la suite de ta présentation. Merci Gilbert d'avoir dit plus clairement ce que j'ai peut-être pas assez bien dit, mais c'est exactement ça. C'est déjà le cas avec les limitations AHL et HBL du médical. Phase 2 ou phase 1, AHL pour les malonniers, donc l'anesthésiste qui lui-même est certifié. Oui, c'est ça, oui. Et après, le pilote qui sera apte à utiliser ce matériel certifié. Et APL, donc pour la P comme prothèse, où là, le P pourrait décliner non pas une prothèse. Dispositif de suppléance. Voilà, pour un membre intérieur, mais une prothèse auditive, c'est plus ça. Comme les lunettes. Voilà, c'est le même cas. On a un tout petit peu plus restrictif quand même, puisqu'on a une restriction sur les espaces aériens, que n'ont pas les pilotes avec la LOME. Mais conceptuellement parlant, ou en termes d'approche, oui, c'est comparable avec la limitation pour les malhonnés. J'avais juste une petite question. Merci beaucoup pour votre présentation, mais juste très rapidement.
Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu es arrivé à ce tableau? Toujours avec des éléments tout à fait intéressants, mais quelle était la démarche qui a procédé du tout? Alors, effectivement, dans ces tableaux, il y a deux apports. Il y a l'apport d'un médecin aéronautique qui fait partie de notre association. Donc, c'est un médecin aéronautique, je ne peux pas mieux dire. Donc, tous les éléments de compétences cognitives et de critères comportementaux ont été proposés par un médecin aéronautique et les exercices ont été proposés par un instructeur. Pour ne pas le nommer, c'est l'instructeur de l'aéroclub Air France à Lasborg. Et ce tableau réunit en quelque sorte les deux points de vue. Ça présuppose que le candidat à l'aptitude physique a déjà des notions de vol et comment s'organise l'exercice au simulateur. Alors, les exercices, pour l'instant, on a une approche un petit peu conceptuelle. Les exercices commenceront évidemment par le simulateur. Il y aura forcément des exercices en vol, puisque la demande légitime des autorités et puis la réalité professionnelle, pas opérationnelle, fait qu'il faut aussi faire des observations en vol. Et il est fort probable, là je parle un petit peu sous le contrôle de mes collègues scientifiques, il est fort probable qu'il faudra un troisième élément que moi j'appelle une plateforme scientifique pour analyser des critères cognitifs et comportementaux un peu plus fins, qu'on n'arriverait pas facilement à voir au simulateur, qui serait impossible à voir en vol pour des raisons d'environnement. Donc il est fort probable qu'il faudra créer une plateforme scientifique pour être sûr de notre coup en quelque sorte. Et là c'est également une proposition que nous ferons, que je n'ai pas encore faite, qui n'est pas faite aujourd'hui parce qu'on n'est pas encore tout à fait prêt, mais lorsque nous aborderons la problématique avec la DGAC, nous présenterons une plateforme scientifique qui s'ajoutera au simulé et au vol, de manière à bien convaincre les collègues de la DGAC que notre évaluation elle sera profonde. Oui. Bonjour, Jean-Paul Bure de la BSI logicielle. J'ai juste une petite question très basique. Est-ce que les sourds ont tant de difficultés cognitives à gérer le stress pour en faire des critères aussi précis, qui sont des critères de mon point de vue de bon sens, parce qu'un pilote qui ne sait pas gérer son stress, quel qu'il soit sourd, malvoyant ou pilote lambda, ne saura pas gérer le stress, qui est quand même la prérogative de l'instructeur de ressentir l'élève pilote dans sa capacité cognitive globale. Le fait de l'inscrire tel que vous les avez nommés, ça s'applique à tous les pilotes, ça ne s'applique pas que aux pilotes sourds. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Et rentrant dans cette normative, on va dire, potentielle, est-ce que vous n'allez pas risquer, avec nos amis de la DGAC, de réglementer encore plus cette capacité de pilotage, qui est quand même le rôle de l'instructeur de sentir ses élèves, qu'ils soient malvoyants, qu'ils soient, quel que soit le type de handicap. Le fait de nommer tous ces aspects cognitifs me paraissent vraiment énormes à titre personnel, me paraissent énormes parce qu'un pilote est un pilote. Comme Jean-François Carreau l'a dit, c'est plus des parastronautes, ce sont des astronautes. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, un pilote sourd reste un pilote. Et normer toutes ces spécificités cognitives, et vous pouvez les normer à tous les pilotes de la Terre entière. Donc, pour moi, ça me dérange vraiment de normer aussi précisément et de se dire, finalement, les pilotes sourds, cognitivement, ils ont des grosses difficultés à gérer le stress ou à gérer ce genre de choses. Vous voyez, c'est le côté qui m'interpelle d'un point de vue de démocratisation du handicap. Alors, il y a deux réponses. Je vais vous faire deux réponses. Il pourrait y avoir comme réponse le médecin aéronautique, mais c'est soit côté DGAC, quoi. Les médecins aéronautiques qui nous disent « Oh non, là, mais il ne faut pas déconner, pour le stress, vous poussez la machine trop loin. Non, supprimez-moi le stress de ces critères. » On supprimerait. Cela dit, je ne sais pas si ce médecin existe. Parce que
aujourd'hui, le médecin, il a quand même accès à des publications scientifiques qui disent, j'ose pas dire qui démontrent, parce que les publications démontrent jamais grand-chose, mais en tout cas, elles aiguillent la pensée, quoi. Les médecins ont quand même accès à des publications qui disent que quelqu'un qui est sourd entre en stress, si vous permettez l'expression, plutôt à situation constante, hein, entre en stress plutôt que quelqu'un qui entend. Voilà. Et aujourd'hui, personne ne sait dire plutôt que. Alors, comme on ne sait pas répondre à la question, mais c'est quoi plutôt que? Eh bien, on préfère mettre la personne en situation opérationnelle pour voir si le pilote qui entend, au bout de 3 boutons, il a du stress, mais si le pilote sourd, il a déjà du stress au bout de 2 boutons, alors là, on a un problème. En revanche, si le pilote sourd, avec les 3 boutons opérationnels, il n'a toujours pas de stress, c'est que tout va bien. Et là, l'instructeur dira tout va bien. Vis-à-vis du stress, ce pilote, il est comme un autre. Mais c'est vrai que vous avez raison. Aujourd'hui, on n'a pas. C'est la première fois que nous faisons cette proposition. Hein. Aujourd'hui, on n'a pas regardé finement le dosage de ce qui serait acceptable ou pas. Néanmoins, il nous appartient, nous semble-t-il, compte tenu de ce que notre médecin aéronautique nous dit, il nous appartient au moins de poser la question. Je vais juste rajouter un petit mot par rapport à ça. Je suis en Renaissance. J'ai réalisé le documentaire avec le chef français. Et j'ai côtoyé d'autres personnes sportives sourdes et non-entendants. Le stress, c'est pas seulement une histoire d'handicap, pour moi, j'imagine. C'est simplement une histoire de gestion du stress. Et ça peut concerner autant plus important que pour les personnes qui sont sourdes ou non-entendants. Ça, c'est à chacun de gérer son stress. Donc ça, on ne peut pas trop répondre à cette question. Il y a des médecins qui peuvent dire, mais aussi, il faut essayer pour voir. La grande décision qu'on voit qui est gérable, c'est pas une chose. Pas tout le monde. Oui, alors, là, il faut bien comprendre que cette proposition, pour l'instant, c'est exploratoire de chez exploratoire. Hein. Mais vous remarquez aussi que notre médecin aéronautique n'a pas ajouté des critères nouveaux. Tous les critères qui ont été présentés sont les critères conventionnels applicables à tous les pilotes. Et qui sont difficilement mesurables dans les aspects cognitifs. Si vous prenez des personnes qui n'ont pas de handicap de surdité, mais des handicaps liés par exemple à la dyslexie, la dysprasie, ce genre de choses, qui sont des mesures très difficiles, mais même par des psychologues. On ne parle pas de médecins cognitifs. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que le cognitif est quelque chose à manipuler avec effectivement des professeurs spécialisés dans le cognitif et pas simplement des professeurs, des docteurs spécialisés en aéronautique. Est-ce qu'ils ont la formation pour pouvoir juger de cet aspect cognitif qui est très 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 important, vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Et limitant, parce que là c'est limiter une entrée dans une catégorie, je dirais, importante de notre patient, de pouvoir donner de l'accessibilité et potentiellement ça peut aller en sens contraire de nos intentions. Si nous sommes conscients de cette difficulté, c'est la raison pour laquelle on a sur ce critère-là, on a 2 exigences en fait. Une première exigence scientifique, parce que c'est vrai, on a beau être ingénieur et pilote, il y a des domaines pour lesquels on est quand même un peu limité. Donc notre première hypothèse, c'est qu'on s'entoure de scientifiques, hein, mais il faudra en permanence dialoguer avec les autorités médicales, parce que ni les ingénieurs, ni les pilotes, ni les scientifiques ne donneront un jugement définitif, c'est pas possible. Donc il faudra dialoguer. Voilà, nous, les ingénieurs, pilotes, scientifiques, nous pensons que, vous médecins, qu'est-ce que vous pensez, etc., etc. Il y aura probablement un mécanisme itératif pour que petit à petit, en prenant bien conscience de ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas arriver à avoir une réglementation contre-productive, c'est-à-dire une réglementation qui met encore sur le bord du chemin plus de pilotes sourds.
réflexion qui est intéressante, c'est de se dire aussi, si c'est une approche scientifique, il reste le panel des scientifiques concernés dans la loupe, pas simplement, alors pour, je ne sais pas avec comment vous allez traiter cet aspect, cet aspect scientifique est capital. C'est-à-dire, moi, j'ai travaillé avec les arts sur la calibration des tests pour les personnes sourdes, pour l'accessibilité des parastronautes à l'origine. Et donc, on a mis en phase de chaque référent médical, docteur Guillaume Bert, qui était le sélectionneur des astronautes. On a mis en face des psychologues spécialisés dans les droits, dans l'apprentissage et dans la restitution des personnes qui peuvent avoir des déficiences, je dirais, cognitives. Pour justement, donc c'est vrai que si vous allez dans cette démarche, c'est très intéressant d'avoir en face un panel qui ne soit pas que de la médecine aéronautique, mais qui soit aussi, si vous voulez, des spécialistes en cognitif, liés justement à la surdité, mais pas que la surdité, à tout ce qui peut être sensoriel ou autre, et qui est un blocage aujourd'hui. Donc au contraire, c'est bien, mais c'est à mener avec une approche scientifique, calibrée, qui puisse permettre de définir des normes qui n'existent pas. C'est ça le plus difficile. Mais mettre en face, sans faire des propositions basées sur un simple recueil de médecins aéronautiques et de pilotes, instructeurs à France, de mettre en face des personnes qui scientifiquement sont des références, et des références qui permettront, avec les personnes qui sont à la recherche, justement, d'avoir une publication bien normée, qui permette effectivement de donner des conseils à tous les médecins aéronautiques. Bien sûr. Parce que c'est ce dont on a besoin, c'est d'éviter d'avoir 36 points de vue sur 36 points. Voilà, exactement. Donc c'est vraiment d'avoir les vrais spécialistes liés à chaque type de difficulté cognitive au sens large. Vous avez impliqué les personnes malvoyantes, les impacts ne sont pas les mêmes. Voilà, c'est simplement, c'était pour apporter, pour alimenter la discussion. Alors, nous sommes très exactement dans ce mode de pensée. Notre volonté est de créer une plateforme scientifique. À ce jour, je ne sais pas encore comment la définir. Nous la définirons, très probablement dans l'esprit que vous évoquez, en mettant en face scientifiques de tous horizons et médecine aéronautique, de telle sorte que la convergence des points de vue donne une réglementation applicable partout. Mais vous avez raison sur cette exigence au niveau des spécialités scientifiques, pour le dire de manière un peu rapide. Vous avez raison. Et nous avons bien compris ça, et c'est ce que nous ferons. C'est ce que nous ferons, c'est ce que nous avons l'intention de faire. Mais dans un premier temps, là, c'est cette présentation un petit peu rapide et peut-être un petit peu sévère, un petit peu sèche. Nous considérons que c'est le minimum à faire, au moins pour commencer à entrer en contact avec la DGAC. Voilà, de manière à montrer à la DGAC qu'on a compris à peu près les contours du problème et qu'il nous appartient maintenant tous ensemble de construire ce processus d'évaluation. Une question de Jean-Luc. Est-ce qu'on m'entend ou pas? Oui, on m'entend. Merci. Ça sera la dernière question, parce que après c'est Jacques et Thomas. Du coup, il parle de l'ouverture des scientifiques, principalement qui n'ont pas d'a priori de préjugés qui ont été acquis au cours des études qui ont été faites de manière ouverte. Alors, oui, Jean-Luc, évidemment, il dit qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant les publications scientifiques. Bon, il a raison. Il a raison. Le monde de la science
parce que c'est un postulat qui est permanent dans le monde de la science, bien entendu. Néanmoins, on ne peut pas non plus ignorer des publications scientifiques. Donc, il nous appartient à nous de reprendre le problème et de se mettre d'accord sur une approche scientifique traduisible en règlement. On pourrait presque dire qu'on va redémarrer d'une page blanche, peut-être, mais en tout cas, ce qui compte, c'est de démarrer tous ensemble, quoi. Et avec des hypothèses opérationnelles, pragmatiques, sociales, humaines, scientifiques, qui ont déjà été évoquées de la même manière. Bon, merci. On peut passer à la suite. Jacques et Thomas, c'est à vous.